L'infidélité, c'est un mot bien délicat. C'est peut-être pas bien, mais ça se fait. C'est qu'il y a peut-être aussi des raisons. Ça vient pas tout seul et ça vient des deux aussi. Quand une femme n'est pas en sécurité dans son couple, Je les juge pas, mais en même temps, je le cautionne pas. On va dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, son corps y appartient. Ça montre soit l'amour, soit le respectueux envers une personne. Elle aime sa liberté. Je suis quelqu'un qui a besoin de... Je peux pas l'enfermer. Est-ce que c'est pas parce que les hommes ont voulu garder le contrôle sur les femmes que finalement ce mot existe? Bienvenue dans l'Incartade. Alors ici, d'habitude, on parle d'infidélité, pas pour juger, pas pour en faire la gloire, mais plutôt pour essayer de comprendre. Mais aujourd'hui, on va parler de tout le contraire. Et oui, la fidélité. Mais pas celle que tu crois. La fidélité envers soi-même. Parce qu'en fait, ce qui ressort de tous les témoignages du podcast, et ce que j'ai voulu aussi mettre en évidence dans mon livre, c'est que quand il s'agit d'infidélité, la première trahison qu'on commet, en fait, c'est envers nous-mêmes. Et envers cette petite voix qu'on a étouffée trop longtemps, parce qu'on a appris que c'était plus sage et plus sécure. Alors, mon invitée d'aujourd'hui, elle a vécu une série d'événements qui l'ont obligée à regarder son parcours en face. Et elle s'est rendue compte qu'elle vivait un quotidien où elle se trahissait un peu chaque jour. Et donc, elle va nous raconter ce qui l'a amenée à oser plus de fidélité envers elle-même. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Merci d'être ici. Merci de m'avoir invitée, je suis très contente. Tu es psychologue, hypnothérapeute et facilitatrice en breathwork. C'est juste, oui. Et toi, tu proposes aux femmes un accompagnement, un espace aussi pour se retrouver. Exact. Et tu as développé un programme de renaissance identitaire dont on va parler. Mais avant de parler de ça, je voulais qu'on parle de toi et de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été, toi, ta période de vie où tu te trahissais, si on peut dire ça comme ça, et voilà, où tu étais un peu dans le déni? Ça a commencé assez insidieusement. On se dit, on est fatigué, on se trouve des excuses. Mais si je dois vraiment trouver un début, je dirais que c'est après la naissance de ma fille. Donc, il y a 6 ans et demi maintenant. Et au début, devenir maman, c'est déjà un shift identitaire. Donc, il y a des choses qui sont compliquées, mais on met ça sous le couvert de la difficulté, de la maternité, de la torture des nuits qu'on subit, du fait qu'on a donné notre corps pour pouvoir enfanter, qu'on ne se retrouve plus. Et donc, on se dit que c'est normal. Voilà, on se dit, ça fait partie des difficultés de devenir maman, d'être femme, et puis ça va passer. Et il s'avère qu'en fait, chez moi, c'est jamais passé. Mais il y a plein de petites étapes comme ça où tu te dis, oui, là, quand je vais redormir, ça va aller mieux. En fait. Et d'office, le sommeil, c'est vraiment compliqué. Pour moi, c'était vraiment une torture. Et puis le corps, tu te dis, quand j'aurai perdu mes 18 kilos que j'ai pris pendant ma grossesse, oui, ça ira mieux. Et donc, tu essayes de te remettre au sport, etc. Mais il y a quand même toujours des petites choses qui ne vont pas, qui sont là, de la culpabilité, de la honte, la peur de mal faire, reprendre un petit peu du temps pour toi, mais en même temps, maintenant, tu es maman, donc c'est compliqué. Je pense que chez moi, ça s'est vraiment installé là-bas, à partir du moment où je suis devenue maman et où j'ai eu une responsabilité, on va dire, supérieure à ma propre vie. Mais ça a pris beaucoup de temps, ça a pris plusieurs années pour que je me rende compte que ça n'allait pas du tout, en fait. Que c'était plus lié à ma maternité, que c'était quelque chose qui avait profondément changé en moi. Et toi, tu fais partie de ces personnes pour qui on pourrait dire qu'elles ont tout. Enfin, que tu avais tout pour être heureuse. C'est ça. Tout ce qu'on peut imaginer comme case à cocher, tu les avais. Est-ce que tu peux un peu nous réexpliquer à quoi ressemblait ta vie? Je pense que c'est ça, justement, qui a fait que je ne me suis pas permis de me dire que je n'étais pas heureuse dans cette vie-là. Carl Gustav Jung, il a vraiment développé, en fait, cette crise du milieu de vie. Et ce qui met en évidence, c'est vraiment qu'au début de ta vie, quand tu nais dans une culture, dans une société, avec l'éducation de tes parents, tu vas construire
un moi social. Pour être aimé, pour être, voilà, avoir une place dans la société, on va lui dire petit à petit, ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, ça c'est valorisé socialement, ça par contre tu vas éviter. Et donc il va, en fonction de sa personnalité aussi, de sa génétique, etc., ben, créer cette sorte de moi social qui va plus ou moins correspondre à ce qu'on attend de lui, à ce que ses parents attendent de lui, à ce que la société considère comme correct, pas correct. Et ça, il faut savoir que c'est très différent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Et donc la majorité d'entre nous, quand même, ce qui est le plus challengeant pour un enfant, ce qu'il veut plus que tout, c'est être aimé. Et donc pour être aimé, il faut quand même correspondre à ce qu'on attend de nous et ne pas être décevant. Et donc je pense que j'ai tout bien fait. Voilà, je suis l'aînée, j'ai été attendue, j'ai été voulue. J'ai eu un papa assez exigeant aussi par rapport à l'image sociale, à comment on se comporte dans la société. Et mes deux parents mettaient beaucoup d'intérêt, on va dire. C'était important pour eux que je réussisse à l'école. Et donc, j'ai tout voulu bien faire. Voilà. La bonne élève, petite comme fille on entend parfaite. souvent. Ouais. Alors, j'ai toujours eu un petit côté rebelle, ça c'est vrai, mais je le mettais de côté. Je voulais avoir les bons points, être la première à l'école. L'adolescence, a été un peu plus compliquée parce que mes parents se sont séparés à cette époque-là. Donc là, j'ai eu mon petit tempérament un petit peu plus rebelle. Mais malgré ce côté rebelle, j'avais intégré en moi les normes sociétales qui sont que le but de la vie, c'est de faire des études, de réussir les études, d'avoir un travail qui paye bien, qui te permet d'avoir une maison, ta voiture. Il faut trouver un mari aussi, il faut se marier. Puis dans le bon ordre des choses, d'abord tu trouves le mari, puis tu te maries, puis tu tombes enceinte. Idéalement, tu tombes enceinte à la nuit de noces, comme ça c'est vraiment le tip top. Il faut réussir, il faut performer la nuit de noces aussi. Oui, c'est bien que tu performes la nuit de noces. Et puis alors, tu as ton enfant. Et là, c'est le Saint Graal. Ouais. Voilà, c'est l'idéal, tu as tout, une vie sociale, des amis, être intégré, être adapté, partir en vacances 1 à 2 fois par an, l'idéal. Pour moi, c'était vraiment, tu vas une fois au ski, tu vas une fois en été, enfin vraiment le truc parfait. Et en fait, c'était très inconscient tout ça, mais c'était mon objectif. Et je me suis toujours dit, c'est vers ça que tu vas. Et tant que j'étais dans le processus d'aller vers ça, je ne me suis pas trop posé de questions sur est-ce que ça me va, est-ce que ça me correspond et est-ce que moi, en fait, c'est vraiment là que je vais trouver mon bonheur. Je ne me suis jamais permise, à aucun moment, de me poser la question. Pour moi, c'était logique. C'était comme ça. Et j'ai fait tout ça. Et je l'ai bien fait en plus. Donc, quand tu dis que j'avais une vie idéale, oui, dans ces standards, évidemment. Avec mes standards à moi, j'avais une vie idéale. J'avais une belle maison. J'avais un super travail que j'avais créé sur mesure pour moi. Ma fille, elle est belle, elle est intelligente, pas de problème de santé. J'ai plein de copines. On pouvait partir en vacances plusieurs fois par an. J'avais mes chiens, j'ai toujours aimé les chiens. Chacun sa voiture. Enfin, tu vois vraiment le truc parfait, quoi. Ouais, le truc idéal. Ouais, le truc idéal. Le seul petit truc qui dérangeait, c'est qu'on était un peu dérangé que j'aie pas 2 enfants. Parce que tu vois, quand tu n'as qu'un enfant, on te dit toujours quand même « Et le prochain, c'est pour quand ?» Donc, voilà, il n'y avait que ça qui, éventuellement, pouvait faire en sorte que je n'étais pas parfaite. Mais ça, voilà, je me disais, je vais quand même garder mon libre arbitre sur le deuxième. Mais au final, j'étais pas du tout heureuse. Et c'est douloureux parce que tu te sens très, très seule. En tout cas, moi, la première chose que j'ai ressentie, c'est vraiment de la solitude. Parce que je ne peux pas dire que j'aime pas ma vie. À qui je le dis ? À qui je le dis ? Mes copines, je me dis, elles ne vont pas comprendre. Et puis, elles vivent aussi la même chose. Elles aussi, elles sont fatiguées, elles ont des gosses, elles sont explosées et elles carburent et elles sont courageuses. Donc, elles vont me dire, oui, prends un massage. Ou mets-toi en maladie si t'en peux plus. J'ai fait tout ça, mais ça ne change rien en fait. C'est comme mettre un plâtre sur une jambe de bois. Ça ne va rien réparer parce que le mal-être profond, il était à l'intérieur de moi. Et il était dans le fait que
ce moi social, j'en reviens à Jung, ce moi social que j'avais construit, en réalité, était loin de mon moi authentique. Et en même temps, il y a cette sensation-là de lourdeur, de devoir pédaler très fort pour que les Tenir. journées s'enchaînent, voilà, pour tenir. Tu pédales et tu t'épuises en fait pour tenir ce rôle, pour tenir ce masque social, ce masque de maman parfaite, ce masque de professionnelle parfaite, ce masque de femme parfaite. Et je ressentais des exigences. Et en fait, je sais que ces exigences, c'est moi qui me les ai imposées aujourd'hui. Mhm. Puis j'avais choisi aussi mon partenaire de vie, qui est quelqu'un qui reste exigeant, y compris au niveau professionnel, et puis la maison, etc., demander une certaine exigence. Mais ça, c'était que mes choix. C'était que mes choix à moi, évidemment. Même le fait de vouloir être une bonne mère, ça parlait de mes standards de maman. Parce qu'il y a plein de façons d'être une bonne mère. Winnicott disait « une mère suffisamment bonne ». Mais moi, je ne voulais pas être une mère suffisamment bonne. J'imagine. En fait. Oui, je voulais être une super maman. Oui. Bien sûr, comme toutes les femmes. en fait, veulent être des super mamans. Mais du coup, on est exigeant tout le temps. Et quand ça ne nous correspond pas, on perd de l'énergie. On est épuisé. Et donc, tu dirais que à quel moment tu as senti que quelque chose devait changer, que ça ne pouvait plus continuer comme ça à quel moment ça a été trop loin? Petit à petit, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, j'avais, par exemple, mes épaules étaient hyper contractées. Mais vraiment, j'avais mal. Au départ, j'essayais de me faire masser, de me mettre de la chaleur, etc. Et puis, ça me lançait au niveau du cou. Parfois, j'avais des migraines. Et donc, j'ai commencé à faire ce que tout le monde fait. Quand tu as mal quelque part, tu vas où? Tu prends des médicaments. Voilà. Et le médecin, il te dit, c'est pas grave, tu peux prendre un petit Dafalgan, etc. Donc, je prenais mon petit Dafalgan, puis j'ai commencé à prendre des décontractants musculaires parce que je n'arrivais pas à dormir. Et parfois, je me bloquais un nerf, là, comme ça, dans le cou. Et j'étais vraiment handicapée. J'avais aussi des torticolis, etc. Donc, j'ai commencé à prendre des décontractants musculaires. Et puis, je suis un peu devenue addicte parce que, comme j'étais angoissée au final, les décontractants musculaires me faisaient dormir. Parce que sinon, j'avais des insomnies. Puis, j'ai commencé à avoir mal dans le bas du dos. Ça me lançait. Et alors, de nouveau, tu vas où? Chez le médecin. Ah, c'est bizarre. Ah, vous avez mal là. Ah, vous avez mal là. On va faire un scanner. Ah, on va faire une radio. Ah, oui, vous avez de l'arthrose. Ah, ça passera jamais, madame. C'est comme ça. C'est sûrement dû à votre grossesse. Donc, médicaments. On va essayer ça. Et en fait, à un moment donné, petit à petit, j'avais un peu des douleurs un peu partout. J'avais mon genou qui partait en vrille, comme ça. Tout à coup, il se bloquait. J'avais aussi pas mal de problèmes féminins. Comme des infections urinaires, ça c'était vraiment exagéré, des problèmes à l'utérus. Enfin voilà, j'avais mal un peu partout, tout le temps, et je suis arrivée à un moment où je prenais genre 16 médicaments, quoi. Et ces moments-là, c'est vraiment comme si tu entendais une petite voix à l'intérieur de toi te dire... Oui, et en fait je me suis dit, Ça ne va je pas. me souviens très bien, j'étais dans ma cuisine le matin, magnifique cuisine, ouverture sur l'extérieur, truc en marbre. Et j'étais toute seule et je prenais mes médocs et je me suis dit, waouh, attends, parce que là, il y a vraiment un truc qui déconne en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai eu un flash dans le futur. Je me suis dit, mais si tu continues comme ça, quel genre de femme tu vas être quand tu auras 50 ans en fait, hein? Dans 10 ans, 15 ans, tu vas être quoi? Et je me suis trop vue comme une femme aigrie, pas bien dans sa peau. Enfin, je sais pas, j'ai eu une vision, tu sais, d'une femme riche avec plein de bagues comme ça et tout, qui fait trop attention à son esthétique et son apparence et qui est dans un confort de vie matériel évident, mais qui tous les soirs rentre et doit boire du vin. Je la voyais, je me voyais. Et à cette époque, en plus, le soir, souvent, c'était en mode putain, vivement que je rentre et que je me fasse un petit verre, quoi. Ouais, mais à un moment donné, ça va pas. Et là, je me suis dit, si là, t'es là, ce sera la bouteille à 50. Ouais. Pour anesthésier, en fait, aussi tout ce que tu ressens et faire un mélange avec tes médicaments. Et c'est des petits antidouleurs. C'était pas des trucs intenses. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Et ça permet d'être déconnecté aussi de ces sensations
Oui, et de recommencer le Voilà. lendemain, en fait. Et tu recommences le lendemain parce que tu t'es anesthésié l'esprit le soir, mais au final, tu ne traites pas la cause. Mhm. Les médicaments que tu prends, ils traitent les symptômes, mais ils ne traitent pas la cause. Et c'est quoi la cause? Et donc ça a été un de mes premiers shifts où je me suis dit, waouh, là par contre, il y a quelque chose qui déconne. Mais de nouveau, culpabilité, Mhm. honte. À qui tu dis ça, quoi? Et même si j'étais vraiment bien entourée, j'ai beaucoup de chance pour ça, c'est mon propre jugement sur moi-même qui était le pire parce que c'est ce qui m'empêchait vraiment d'aller chercher de l'aide au final. Je ne savais pas du tout vers quoi aller, qui pouvait m'aider, comment faire. Alors oui, en plus, je suis psy. En tant que psy, j'ai vu plein de psys, mais j'avais l'impression d'avoir déjà fait de l'introspection, d'avoir déjà fait un travail comme ça et de me dire, et quoi, je vais aller revoir une psy tous les 15 jours, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et j'ai continué malgré tout encore à performer. Alors, j'avais des petits pétages de plomb, je devais être assez insupportable comme femme, hein. Je pense que j'étais souvent envahie de colère, en fait, qui certainement était de la colère que j'avais sur moi-même de ressentir ça et que je projetais sur l'extérieur. Moi, cette colère, Ouais. je l'ai identifiée comme une colère face à ma propre impuissance à t'aider. faire vivre cette partie-là de moi qui voulait vivre, mais je ne savais pas, enfin voilà, perdue. Et c'est important, la colère, je trouve que, en plus, c'est une émotion pour les femmes qui est hyper mal vue. Dès qu'on est en colère, on est hystérique. Et donc, les femmes, elles vont encore plus se retourner cette colère-là contre elles-mêmes. Mhm. Et je trouve que c'est important d'en parler. Quand tu ressens de la colère, elle te dit qu'une limite a été franchie en toi. Et en fait, moi, j'avais tellement franchi de limites Ouais. que j'avais tellement de colère, mais qu'elle était tellement diffuse. Je ne savais pas, j'allais m'énerver sur tout et sur rien. Tu vois, j'allais Ouais. devenir une mégère, quoi. Mon mari à l'époque, il allait, je sais pas moi, pas ranger quelque chose, ou il allait pas penser à m'aider à préparer les tartines de la petite le matin, mais ça me rendait dingo, quoi. Ça me rendait dingo. Je me disais, putain, quel égoïste, quoi. C'est incroyable, c'est toujours moi qui dois tout faire. Mhm. On était vraiment dans ce truc-là où, voilà, tu as de la colère, puis tu as de la solitude, tu as de la tristesse, tu as l'impression que personne ne te comprend. Et je pense qu'il m'a encore fallu, j'ai continué comme ça malgré tout, plusieurs mois encore à m'enfoncer petit à petit. Parce que tu sais, c'est comme ça, hein. Parfois, tu as des petits trucs, ça va bien, tu vas passer une bonne soirée, puis tu vas voir un chouette film, puis je sais pas. Et donc, tu ne te vois pas, en fait. C'est vraiment sournois, je trouve. Mais malgré tout, le ratio, il est quand même en train de descendre pour toi. Et il y a eu vraiment un autre épisode où là, par contre, là, ça m'a choquée. Je ne pouvais pas faire comme si je ne l'avais pas vu. J'étais chez moi et vers 2-3 heures, c'était au mois de décembre, grosse neige. Voilà, donc il fait tout blanc, mais le ciel était bleu, donc c'était super. Vraiment, je me dis, cool, je vais aller chercher ma fille plutôt à l'école, comme ça on fera des bonhommes de neige, machin truc. Ok. Et je me dis, voilà, je vais mettre mes lentilles en fait, comme ça quand on jouera dans la neige avec mes lunettes, je ne serai pas embêtée. Au moment où je mets mes lentilles, j'ai comme un filtre blanc comme ça qui vient sur mon regard. Et en fait, je me dis, ah, c'est pas grave, de toute façon, je suis à la bourre, je prends la voiture. Et plus je suis dans la voiture, et moins je vois, quoi. Mais je vois rien, mais tu sais pas retirer tes lentilles facilement. Je me dis, c'est bizarre comme truc. Enfin bon, bref. Je vais chercher ma fille et je force encore. Parce que je pense que malgré tout, j'avais tendance à l'époque à pas trop m'écouter. Ah bah oui. Donc je me dis, j'ai mal nulle part, j'ai pas mal à la tête. Donc on commence le bonhomme de neige. À un moment donné, je vois plus rien en fait. Je suis aveuglée par la neige, je suis aveuglée par tout. Et je dis, écoute chérie, je vais retirer mes lentilles parce que maman, elle voit plus rien. Je monte dans la salle de bain et là, je les retire. Et là, en fait, c'était pas mes lentilles. Je vois plus rien. J'ai vraiment le masque blanc, je sais pas. Et je me démaquille, je me frotte les yeux, je me mets de l'eau et ça passe pas. Voir ça empire, je commence à faire une angoisse. Bref, grosse crise où là, à l'époque, j'appelle mon mari, je lui dis, je suis en panique, je vois plus rien, je crie, je pleure, j'ai la petite qui est là et je sais pas m'en occuper. Puis on va aux urgences.
je passe la maltraitance qu'on peut subir aux urgences. C'est horrible, vraiment. Je suis complètement, je trouve, maltraitée pour qu'on me dise au final, on ne sait pas. Bon, voilà, moi, je voulais quand même voir si j'avais pas un cancer qui devait appuyer sur une zone qui faisait que j'avais perdu la vue. Mais non, j'avais rien. Et petit à petit, ma vue est revenue toute seule, après plusieurs heures. Des longues heures. Ah oui, tu paniques. En fait, tu te dis, quand tu perds la vue et que tu as toujours été habitué à voir, tu te dis, en fait, je crois que je préfère crever, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça va être ma vie maintenant que je suis aveugle? Vraiment, j'ai pensé à ça. J'ai pas assez vécu, j'ai pas assez vu tout ce que je voulais, puis je verrai plus ma fille, je me verrai plus moi. Enfin, tout change, toutes tes perspectives de la vie, elles changent et c'est vraiment très, très angoissant. Et alors, les médecins te disent, il faudra aller passer une radio, faudra passer... Et en fait, moi, j'étais absolument certaine que c'était psychologique. Et je m'étais dit, ok, là, Caro, qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Parce que là, ton corps te parle. Il te parle en fait depuis déjà très très longtemps, sauf que tu ne l'écoutes pas. Tu sens déjà ta petite flamme à l'intérieur qui est de plus en plus racrapotée, un peu comme une mort psychique. Mais là, si tu vas carrément vers la mort physique, parce que ton corps est en train de... L'étape après, c'est le cancer. Voilà. Donc, à un moment donné, là, il faut que tu fasses quelque chose. Vraiment, tu peux plus être dans le déni, en fait. Et je pense que cette question-là, ça va parler à plein de monde. Qu'est-ce que actuellement tu veux pas avoir? Et toi, quand tu t'es posé cette question-là, qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Ce que je voulais pas voir, c'est que j'étais profondément malheureuse, que j'étais profondément triste, que la vie à laquelle j'avais finalement aspiré toute ma vie, dans laquelle j'avais mis toute mon énergie pour la construire, au final, ne me rendait pas heureuse. Et en fait, c'est un constat qui est très douloureux. Tu vas vers quoi, du coup? Qu'est-ce que tu fais? Puis qui t'es? Tu te reconnais même plus. Vraiment, c'est une crise identitaire, une vraie crise identitaire. Et comment tu l'appellerais, cette phase-là, où, d'une certaine manière, tu prends conscience de quelque chose qui t'oblige à sortir du déni? Pour moi, c'est vraiment la mise à nu. Tu vois tes émotions brutes. Donc, tu vois ta honte, tu vois ta culpabilité, tu vois ta tristesse, tu vois ta solitude, tu vois ta colère. Et c'est moche, en fait, parce que personne n'a envie d'être comme ça. C'est comme si tu t'étais, au fur et à mesure des années, écorché de plus en plus, mais que tu te rhabillais à chaque fois par au-dessus. Et donc, tu ne vois pas l'étendue des dégâts. Et tu ne peux plus nier, en fait, que ça ne va pas. Voilà. Mais tu es quand même toujours bien paumé. Là, tu hésites entre aller te rhabiller, parce que c'est quand même toujours peut-être possible, de retourner dans le déni et de recontinuer. Mais là, je pense que vraiment, tu te perds. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le font. La deuxième voie, qui est donc difficile, parce que sinon, on se serait engagé dessus plus tôt. Mais cette deuxième voie-là, c'est quoi? C'est le courage, en fait. Et là, il y a quelque chose qui sûrement, qui est venu à moi me dire, mais je vaux quelque chose, en fait. Je dois me donner de l'importance. Et c'est ce côté de pouvoir me donner de l'importance, en fait, il n'y a que moi qui peux me le donner. À un moment donné, qu'est-ce qu'elle vaut, ma vie, pour moi? Qu'est-ce que je vaux pour moi? À quel point je m'aime, putain, à quel point est-ce que j'arrête de prendre soin des autres et quand est-ce que je prends soin de moi? Mais par contre, il va falloir aller dans le deep, quoi. Ça va être profond, ça va être intense. Je le savais. Parce que du coup, ça allait toucher à toute ma vie. Je le savais que j'allais devoir aller voir les démons, les ombres, les choses qui me font peur dans ma relation, dans mon rôle de maman, dans mon travail. Je savais que ça allait toucher toutes les sphères. Je ne savais pas encore qu'est-ce qui allait se passer, mais je devais le faire. J'ai cette image où... J'avais un livre quand j'étais enfant et il me traumatisait, la boîte de Pandore, où elle ouvre et puis après tu as la maladie, tu as la vieillesse, tu as toutes les peurs, les croyances limitantes et tout, puis tu as la toute petite lueur qui sort comme ça et qui est belle. Eh ben c'est un peu ça, c'est un peu ce moment de grâce là où tu te dis
Je sais pas, mais j'y crois. Il y a un petit truc. Je peux pas être toute seule en fait. C'est pas possible. Mais je peux pas compter sur mes aides et mon environnement classique parce que ça, c'est ce qui maintient mon masque social. Il faut que je aille ailleurs. Il faut que je fasse quelque chose d'autre et je sais pas quoi. Mais ça va être inconfortable. Mais je vais y aller parce que j'ai confiance. Je sais que c'est pour un mieux. Et l'autre moitié de ma vie, je veux que ce soit la plus belle version de moi. Et tu te remets à rêver. Moi, j'ai toujours eu des grands rêves. Et tu te dis, waouh, imagine, c'est quand même possible au final, même si c'est dur. Et donc là, tu as un mouvement qui se remet et c'est le plus dur. Hein. Et donc toi, la première chose inconfortable que tu as faite pour suivre cette petite lueur, Oui. qu'est-ce que c'était? Je pense que quand même, dans mon environnement, là, on s'est dit, oui, c'est bizarre. Donc, autant ma mère que mon mari, à l'époque, se sont dit, waouh, Caro, c'est quand même bizarre. Hein, il y a quand même beaucoup de choses, là. Et donc, j'ai fait un stop au travail. Mais je n'avais pas envie de rester chez moi. Je trouvais qu'aller dehors, m'aérer, etc., ça m'aidait. Et j'ai quand même dû aller travailler. Un jour, je travaillais à Liège. Et sur mon temps de midi, je me dis, tiens, je vais aller à la Fnac. Je vais aller voir des livres. Je regarde un peu, je me retrouve dans les rayons philosophie et je prends un bouquin au hasard, je sais pas, la couverture, elle m'interpelle quoi. Et j'ouvre le livre comme ça. Et là, je lis que c'était un livre sur la théorie de l'individuation de Carl Gustav Jung qui disait la crise du milieu de vie. Et il parlait de son propre parcours parce que lui, il a une belle grosse crise de la quarantaine. C'est exactement ce que je vis. Il faut que je sache comment ce type s'en est sorti, en fait. Ouais. Voilà, c'était ce qui comptait, plus que la théorie, etc. Je voulais savoir sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me sentais au moins pas toute seule. J'ai acheté les bouquins, je les ai lus, j'ai découvert Frédéric Lenoir, le philosophe, écrivain, etc., qui a beaucoup parlé de Carl Gustav Jung. Donc, c'est à travers ses livres à lui que j'ai découvert la pensée. Et ça m'a fait du bien un temps de me nourrir avec ses écrits et ces livres-là, mais malgré tout, il n'y avait quand même rien qui changeait en pratique. De nouveau, je me confrontais à me dire, ne retourne pas dans le déni, ne fais pas comme si ça allait mieux juste parce que tu as lu 3 bouquins. C'est vrai que la philo, ça reste encore très intellectualisé, mental. Exactement. Et je sentais que les choses, elles devaient bouger à l'intérieur de moi, dans mon corps et dans mes émotions, pas que dans mon raisonnement. Mais je me suis dit, tout ça, ça ne va pas le faire. Il faut que je parte. Il faut que je fasse un truc que je n'ai jamais fait. Toute seule. Donc, j'ai fait une retraite où il y avait Frédéric Lenoir qui était là. Et en fait, quand j'ai réservé cette retraite, c'était dans 2 mois. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je dois encore attendre 2 mois. Là, j'étais bon. J'avais eu la lueur d'espoir, le machin truc. Je m'étais vue à nu. Je suis passionnée, je suis quelqu'un de passionné. Donc, quand je veux faire quelque chose, je vais le faire tout de suite. Et donc, j'ai réservé une autre retraite au Portugal qui me sortait vraiment de mes sentiers battus parce que c'était sur le tantra. Ok. Donc, vraiment une philosophie que je ne connaissais pas du tout sur le tantrisme. Et c'était sur les arts relationnels, donc comment être en relation avec les autres, etc. Et j'ai découvert un monde, mais ça m'a énormément appris à être en amour avec moi, en fait. Et je suis sortie de cette retraite avec tellement de questions et aucune réponse. Donc, c'est pas magique non plus, toujours. Mais en tout cas, avec l'envie qu'il y a plein d'autres choses qui existent et que, voilà, je dois continuer à être curieuse, à rester dans mon courage, d'être même dans l'inconfort. Puis, ma retraite avec Frédéric Lenoir est arrivée. Et là, en fait, j'ai vécu mon premier breathwork. Ah oui, ok. Ouais. Et cet outil-là, je ne le connaissais pas. J'en avais déjà entendu parler, mais ce n'est pas vraiment un outil qui est de base issu de la psychologie clinique. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'avais vu pendant mes études. Et je pense que là, ça a été vraiment ma première renaissance identitaire. En réalité, je pense que le chemin que j'ai initié ce jour-là n'a plus été fait que de shift identitaire, de transmutation de croyances et de nettoyage. Voilà, je nettoie. Et je suis de plus en plus proche de mon moi authentique. Mais vraiment, là, il y a eu vraiment quelque chose de waouh, en fait. C'était mon premier, vraiment, ma première renaissance identitaire, ça a été avec le breathwork. Et en quelques mots, qu'est-ce que ça a généré comme sensation ou comme...
tu vois, tu disais le nettoyage. Moi, Ouais. j'entends un peu le nettoyage de certaines croyances qu'on Oui. peut avoir et qui nous obligent à être toujours dans cette trahison par rapport à nous-mêmes parce qu'on obéit à ces croyances, à ces schémas. C'est ça. Et est-ce que c'est un peu ça que tu as pu vivre? Oui, c'était un rebirthing breathwork, donc c'était un breathwork qui travaille sur les liens justement intergénérationnels et transgénérationnels et les héritages familiaux. Et l'idée est de renaître à soi-même. Donc il y a une guidance un peu particulière dans les rebirthing, mais à l'époque, j'y connaissais rien. Et donc j'ai commencé à faire le travail par le souffle. Et déjà, je me suis dit, waouh, à quel point c'est intense ces techniques, à quel point on peut se mettre dans un état modifié de conscience uniquement par la respiration et par soi-même. J'étais impressionnée, mais j'avais confiance dans le cadre, etc. Donc j'ai continué. Et au moment de l'intégration, au moment vraiment, voilà, j'ai eu beaucoup de visualisation. Je suis arrivée. Alors c'est difficile de mettre des mots parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit dans le corps. Donc c'est jamais évident de parler de ces expériences de breathwork, mais celle-là, j'ai été en fait retrouvée. Alors, la thérapeute nous a dit en fait d'aller retravailler son enfant intérieur. Et en fait, moi, j'avais pas envie de travailler mon enfant intérieur parce qu'à l'époque, j'étais en train de me dire il faut que je divorce. Voilà. Donc moi, mes questions, elles étaient dans le présent de mes parents ont divorcé, j'ai souffert du divorce de mes parents, donc je veux pas imposer ça à ma fille, mais alors comment je vais m'en sortir? Bon, bref, voilà. Et puis là, dans la guidance, il faut me reconnecter à mon enfant intérieur. C'était pas tellement un travail que j'avais envie de faire parce que j'avais l'impression que ça, j'étais déjà OK. Que c'était déjà un truc, que j'avais déjà assez de connaissances sur moi-même, d'introspection avec toutes mes années de psy. Mais bon, OK, je le fais. Et je vais voir ma petite fille intérieure de 4 ans et je la vois, elle est belle, elle va bien, elle joue dehors, elle se roule dans l'herbe, elle embrasse les animaux sur la bouche. Enfin voilà, elle est vraiment cool. Je me dis, ça va, voilà, elle est cool, nickel. Mais d'un coup, je vois ma petite fille intérieure de 8 ans. Et là, je me dis, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Je la voyais introvertie, obèse, enfin, ce qui était le cas à l'époque. Introvertie, obèse, mal dans sa peau, triste, seule, coupable, honteuse. Et bizarrement, elle avait les mêmes émotions que les émotions que j'avais ressenties. Mais je ne voyais pas le rapport avec maintenant, quoi. Et dans la guidance, elle dit, il faut occuper de vous, de votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Et je n'avais pas envie de l'aider, quoi. Et je comprenais, je n'allais pas la laisser là. Ma partie de moi qui ne va pas bien, je ne peux pas l'abandonner. Je suis la seule à pouvoir l'aider. Mais je n'avais pas envie. J'étais bloquée. J'étais vraiment face à un blocage. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant qu'en fait, je dois retourner dans mes bases, dans les bases de l'amour que j'ai pour moi. Et donc, pendant le breathwork, j'ai continué à respirer, à mettre du mouvement et je suis arrivée finalement à aller vers cette petite fille, cette partie de moi, à lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comme je me suis dit ok maintenant t'es maman, donc occupe-toi de cet enfant comme tu t'occuperais d'un enfant lambda. Et ça a été plus facile pour moi. Qu'est-ce que tu ferais avec cette petite fille de 8 ans qui est toute seule et qui pleure? Et puis je l'ai écoutée en fait. Et j'ai réussi à reconnecter avec elle, à prendre soin d'elle. Et dès que j'ai repris soin d'elle, elle a perdu son poids. Et elle s'est transformée, en fait. Elle a été plus dans la continuité de la petite fille de 4 ans qui allait bien. Et ça a été un moment comme si je retrouvais une part de moi. C'était un vrai moment de grâce. C'est un moment où tu te redonnes ton amour, en fait. Tu te pardonnes, je ne sais pas comment dire, tu te vois, tu deviens la personne qui vaut la peine, tu te remets au centre de tes préoccupations et à ce moment-là, je me suis fait une promesse, puisque tu parlais de la trahison, c'est de ne plus jamais me perdre. Et j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je dis ça, mais je ne voulais plus jamais me perdre. Parce qu'au final, je m'étais perdue déjà à cette époque-là, quand j'étais enfant. Et ce que tu dis, ça me fait penser au fait que quand on parle de guérison, parfois, et moi j'ai été là-dedans longtemps, je pensais que guérir, ça voulait dire ne plus ressentir
toutes ces émotions-là douloureuses. Ok. Et en fait, dans ce que tu dis, je trouve qu'on comprend bien que la guérison, c'est justement d'aller accueillir ces parts-là et de se réapproprier ces émotions-là et ne pas essayer qu'elles disparaissent à tout prix. Exact. C'est Oui. plutôt de les laisser exister pour voir le message qu'elles peuvent avoir et se réapproprier Oui. tout notre être. Exactement. Et c'est pour ça que ça demande du courage. C'est parce que la honte, la culpabilité, la colère, c'est pas des émotions qui sont confortables, mais c'est des émotions qui sont justes. Elles ont le droit d'être là et en fait, elles vont même nous apprendre plus de choses sur nous-mêmes que la joie, que la facilité, que le confort. Et oui, tout à fait. Oui, c'est pas ne plus ressentir, c'est justement comprendre le message. À quel moment je me suis perdue. Et là aussi, on a le breathwork, un outil qui est corporel, qui n'est pas seulement dans le mental et qui est méga puissant parce que depuis, tu es, comme on l'a dit au début, facilitatrice en breathwork. Et moi, j'ai vécu donc, une expérience avec toi, la première. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, c'est la première d'une série parce que ça a été méga puissant pour moi. Et j'ai relu avant l'interview mes attentions. Et j'avais mis mon attention, c'était de m'alléger, alléger émotionnellement et surtout de retrouver plus de sérénité. J'avais mis émotionnel et spirituel. C'est l'attention que j'avais posée. Et pendant le breathwork, forcément, moi, j'avais peur du lâcher prise qu'il faut. Tu m'avais dit. J'avais peur. Hein. Et donc, tu t'avais bien expliqué au début tout ce qu'il fallait. Et moi, j'ai eu vraiment la sensation du fait que je portais à l'intérieur de moi la souffrance de toutes les femmes aussi avant moi, dans mon cas de ma lignée, quoi. Et aussi, je me suis dit, mais en fait, je portais toute cette douleur sur moi qui n'est pas nécessaire. Et j'ai eu la jonction de il faut souffrir pour mériter. C'est ça. J'ai vraiment eu cette sensation-là de me dire, en fait, ça ne vaut plus la peine de porter cette croyance-là de il faut souffrir pour mériter d'être en vie ou la vie, c'est souffrir. J'ai eu comme si ça n'avait plus aucune valeur, cette croyance-là, quoi. Et les résultats, après, dans les jours qui ont suivi, ça a été, par exemple, j'ai ressenti la sensation de satiété que moi, je n'ai jamais. C'est parce que j'ai comme un énorme vide que j'ai tout le temps besoin de combler. Et c'est comme si je m'étais reconnectée à mon corps. Ok, super, magnifique. Oui, et comme tu viens de dire, le breathwork permet vraiment de se reconnecter à toutes les parts de nous qui sont blessées, qu'on a pu perdre en chemin, et de transmuter les croyances limitantes. Et la croyance dont tu parles, c'est très éducationnel, c'est très judéo-chrétien. Ça, ce que tu dis, je pense que nous, en tant que femmes, et c'est aussi pour ça que je veux accompagner les femmes, c'est parce que je trouve que dans notre héritage, on a hérité... Ça fait pas longtemps qu'on peut être libre. Avant, on appartenait à notre mari, il faut quand même se le dire. On était comme un meuble dans le code civil, donc on n'a jamais été aussi libre, mais pas nos croyances limitantes. Ce que nos barrières aujourd'hui sont toujours là, mais elles sont mentales. Mais on est dans une génération de femmes où on a encore ces croyances. Elles sont encore en nous. Et le fait de dire... ben oui, il faut trimer, la vie n'est pas facile. Et après, tu mériteras ton paradis. Mais what the fuck, le paradis, en fait, tu peux le créer, tu peux le faire maintenant. Et cette sensation de vivre à contre-courant de soi-même, c'est quelque chose que j'avais déjà aussi très souvent exprimé, verbalisé, mais avec l'impossibilité d'en faire quoi que ce soit. Et de changer, et de lâcher ça. Et de me dire, en fait, ça peut... ne pas être une souffrance perpétuelle, parce qu'en fait, on se dit, comme tu disais au début, en fait, si c'est dur, c'est normal. Moi, quand je vois les gens autour de moi, je dis, ils y arrivent, donc pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas, quoi. Donc, c'est que ça doit être normal. Et ça t'enferme. Voilà. Et alors, tu t'enfermes parce que tu dis, souffrir, apparemment, c'est normal. Et ces croyances-là, en fait, elles pèsent énormément. Et oui, c'est très dur, parce qu'en fait, c'est comme des loyautés qu'on a envers... c'est ça. Les héritages transgénérationnels, les générations avant toi de femmes
qui ont trimé, qui ont dû porter des choses. Et ça ramène à la fidélité. Oui, Parce que souvent, ce que je dis, c'est que le livre, ça m'a fait prendre conscience qu'on nous impose aussi d'être infidèles à nous-mêmes mhm, à travers ses croyances. Et exactement. quand on se montre infidèle à ce qu'on attend de nous, c'est là, en tant que femme, où on est violemment jugée et parfois... Oui, c'est ça. Oui, et donc tout, en fait, l'enjeu, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une crise identitaire et puis une renaissance identitaire. C'est que, comme je le disais au départ, l'enfant, le plus important, c'est qu'il soit aimé. Et là, eh ben, en fait, le plus important, c'est pas d'être aimé par les autres, c'est d'être aimé par toi. Et c'est à ce moment-là que tu peux envoyer valser les croyances, les choses qu'on attend de toi, la culture. Et c'est ça qui fait peur aussi, parce que tu te dis, waouh, je vais devenir qui, moi, en fait? Oui, oui, évidemment. Toi, tu sais pas trop qui tu vas devenir. Moi, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devenir une bobo avec, tu sais, les trucs hippies, là, Ouais. comme ça? Je vais quitter tout mon confort que j'ai toujours eu, vendre tous mes sacs de luxe, parce que j'avais une belle collection à l'époque, tu vois, et Ouais. faire des dreadlocks et vivre, tu sais, dans la boue. Après, on exagère toujours, c'est pas Mais ce tu vois, que je ça, suis devenue. c'est ça qui est intéressant. C'est là, tu parlais donc du fait que tu es partie, tu avais besoin d'une rupture de ton Ouais, quotidien. ouais, Là, tu as vraiment. commencé à un peu ouvrir tes horizons, à te reconnecter à toi. Et alors, c'est ça que j'ai envie de savoir. Mhm. La version de toi maintenant, après avoir fait tout ce parcours, qu'est-ce que c'est? Je dirais que la chose qui a le plus changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une vraie relation avec mon corps, en fait. Mhm. Je me suis rendu compte que tout le temps de mon mois social, euh, voilà, il était là, mais je l'écoutais pas, je savais pas décoder sa communication, etc. Et je savais pas en prendre soin. Je prenais soin de mon corps pour le mois social, parce que c'est bien d'être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça Ouais. dans mon mois social, mais c'était pas un bien pour mon corps. Ouais. C'était pas pour toi, c'était pour le regard extérieur. Pour les autres, oui, parce qu'à l'époque, c'était plutôt le regard des autres qui me donnait ma valeur. Mhm. Aujourd'hui, c'est moi qui me donne ma valeur. Et puis si les gens, ils n'aiment pas, en fait, ça m'est égal. Mhm. Donc ça a changé parce que tu as une liberté qui est incroyable à partir du moment où tu ne peux plus te perdre, où tu t'aimes inconditionnellement et où tu te donnes toi-même ta propre valeur. Qu'est-ce que tu risques? Mhm. Qu'est-ce que tu risques dans tes prises de position, tes prises de décision? Ça impacte toute ta vie. Donc oui, j'ai changé tout. J'ai divorcé déjà. Mhm. Je me suis acheté une maison qui était bien différente de la maison que j'avais avant parce que j'avais envie de quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Donc j'ai pris une vieille maison avec des vieilles pierres, etc. Euh, je- j'ai changé de travail aussi, en fait. En tout cas, ma façon de travailler, elle est différente et je me suis remis à avoir mes propres rêves. Mhm. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi, je trouve, c'est que c'est mes rêves profonds, ils ne sont pas nouveaux, je les avais déjà, mais je les avais oubliés. Par exemple, moi, j'avais toujours été élevée un peu dans le monde Disney, princesse, mariage, avoir mon prince, etc. Et mon attitude aujourd'hui, en tout cas mon archétype, n'est plus du tout celui de la princesse. Celui de la princesse, elle attend des autres. Mhm. Elle a besoin des autres. Parce que c'est les autres qui lui apportent ce qu'elle a besoin. Donc elle est dans l'attente en permanence. L'attente que le prince vienne la sauver. L'attente d'obtenir son château, parce que sinon elle est une souillon. L'attente qu'on l'habille, l'attente de chic de chac. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis plus une princesse, je suis une reine. Mhm. Parce que en fait, je m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et cette liberté, alors bien sûr, rien n'est parfait. Parce que là, par exemple, au niveau business, il faut que je suive, je suis toute seule. C'est plus cher de vivre tout seul, voilà. Et puis j'ai toujours ma fille, ça aussi, ma fille. Mais quel shift identitaire j'ai fait dans ma maternité. Et la relation que j'ai avec ma fille, non seulement je la trouve tellement plus belle et plus authentique, parce que avant, quand j'étais dans mon mois social, je me forçais à faire des choses qui sont censées être ce qu'une bonne mère fait, mais je n'aimais pas les faire.
je ne les faisais pas avec le cœur. Et donc, j'avais des moments de quantité, mais pas de moments de qualité. Aujourd'hui, mes moments avec ma fille sont précieux à mon cœur. C'est des moments de qualité et j'ai des discussions avec elle, comme elle a 6 ans et demi. Je la trouve fabuleuse et je suis tellement heureuse en fait de pouvoir lui montrer le chemin vers une femme épanouie. Et pas qu'est-ce que c'est une femme, parce que c'est une fille, donc son modèle, ce sera quand même sa maman et d'autres femmes qu'elle pourra rencontrer dans la vie. Mais qu'est-ce que je veux lui offrir en fait? Quel est le modèle que je veux inculquer à ma fille? Est-ce que je veux lui offrir le modèle d'une femme qui s'est perdue, qui s'aime plus, qui dépend de la valeur des autres, qui ne sait pas qui elle est et qui va boire son verre de vin, boire sa bouteille tous les soirs et qui compense avec des sacs de luxe extravagants et des voyages à ne plus savoir qu'en faire? Ou est-ce que je lui montre qu'une femme, c'est se poser des questions, aller dans l'inconfort, oui, faire parfois un chemin qui est difficile et qui n'est pas le chemin qu'on t'a vendu comme l'idéal, mais c'est au final la plus belle rencontre, c'est de se rencontrer soi-même. Et je pense que la plus belle des psychologies est la psychologie préventive, c'est-à-dire comment on éduque nos enfants. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux offrir à ma fille. Mais pour offrir ça à ma fille, je dois d'abord faire le travail moi-même. Sinon, c'est impossible. Alors, beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast vivent actuellement une période de leur vie où potentiellement elles ont rencontré quelqu'un d'autre, parfois même plus, et elles se posent beaucoup de questions. On sait aussi que c'est quelque chose, quand ça se passe dans notre vie, on se sent extrêmement seul, on ne sait pas à qui en parler. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces personnes-là? Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est ma croyance à moi, est que ce qu'on est amené à vivre dans nos expériences de vie peuvent être pris de 2 façons différentes. Mais la façon dont moi, j'ai envie de les prendre, c'est qu'elles peuvent être révélateurs de la personne qu'on est. Et donc, soit on le prend en mode je suis victime, pourquoi est-ce que je subis ça, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi alors que je ne l'ai pas cherché, et se mettre dans un mood assez négatif de victimisation ou injustice, etc. Et rester un peu bloqué dans ce bad mood-là, où on est dans un truc plutôt du style, ok, mes attitudes, mes comportements, mes émotions m'ont amené à vivre cet événement. Et c'est en ça qu'on dit rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive, qu'on l'ait intentionné consciemment ou inconsciemment, peut nous révéler des choses sur nous. Et donc, je dirais à quelqu'un qui viendrait me voir et me dire « Caro, voilà, je reprends ton livre, du coup, je suis en couple, je vais me marier, etc. Et j'aime la personne avec qui je vais me marier, mais en même temps, voilà, je ne vis pas, j'ai un crush avec quelqu'un d'autre et je me sens tellement femme avec cette personne, etc. » Pour moi, la vraie question, elle est toujours l'amour, c'est l'amour, mais c'est l'amour qu'on porte à soi-même et les attentes qu'on a dans le couple. Et je pense que l'infidélité parle aussi de notre identité à nous, de ce qu'on est capable de s'apporter seul ou pas, de ce qu'on attend de l'autre ou pas. Et il y a une sorte aussi de crise identitaire dans l'infidélité. Parce que pour moi, on n'est pas dans la renaissance identitaire, on est dans la crise. C'est bouleversant. Et l'infidélité, si on le vit comme d'une infidélité, il y a du mensonge, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a ne plus savoir qui on est. Et est-ce qu'on est la femme qu'on est avec cet homme-là ou est-ce qu'on est la femme qu'on est avec cet homme-là? Parce qu'au final, bon, je caricature, là je parle des femmes et des hommes, bien sûr, mais ça peut être pareil dans des relations homosexuelles. Mais je ne suis pas la même personne en fonction de la personne avec qui je relationne. Okay? Et donc, au final, il y a cette question d'identité mais au fond, je suis qui? Et parfois, ce qui va se décider, c'est je vais le prendre lui parce que je préfère la personne que je suis avec lui. Mais ça, c'est pas bon. Pour moi, ça ne fait que
remettre à plus tard le vrai questionnement identitaire. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? tout à fait. Ça ne fait que le remettre à plus tard et rester dans le déni au final. Parce que la vraie question qui se pose, c'est pas est-ce que c'est mieux, j'aime mieux être la personne avec lui parce que il va mettre en évidence telle et telle qualité que j'ai et ça faisait longtemps que j'étais plus féminine, etc., parce que c'est quand même souvent ça. Hein. Ou non, moi je préfère être avec cet homme-là parce que j'ai le confort, parce que voilà, j'ai la sécurité, j'ai des enfants avec machin truc. La vraie question que je dirais à ces femmes de se poser, c'est de prendre un temps pour être avec elles-mêmes, en fait, ni avec l'un, ni avec l'autre. Il pourrait y en avoir 3 ou 4, hein, c'est la même chose. C'est quelle femme, pour moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être. Et il n'y a pas besoin de choisir, en fait. Vous pouvez être tout. Vous pouvez être la femme féminine, sexy, qui a aussi besoin de confort, qui a ça. Et il ne faut pas choisir un mec. Il faut se le donner à soi-même. Et j'aurais envie de dire de prendre un temps, en fait, vraiment pour s'extraire de ces 2 relations-là qui font vibrer des choses qui sont importantes, de ne pas prendre des décisions qui sont trop rapides et trop radicales, qui ne pourraient pas être assumées, mais d'être capable de dire à ces 2 partenaires-là, OK, là, il y a des choses qui changent en moi. C'est une crise identitaire. J'ai besoin d'abord de savoir qui je suis moi, là où je dois me respecter, là où je dois écouter aussi mes envies, mes désirs, mes pulsions, mais là aussi où j'ai mes propres limites, les choses que je n'accepte pas. Il y a le cadre aussi qui est important dans l'infidélité. Et souvent, le cadre, il est mis à rude épreuve, c'est là qu'on se perd. Ouais. Et après, il y a plein de façons d'être en amour. Voilà, moi, je suis... pas du tout traditionnelle, c'est-à-dire que pour moi, et ça on peut en reparler plus tard, mais la monogamie, c'est la mort en fait. Et on a été tellement élevés à ça dans nos concepts judéo-chrétiens qu'on n'imagine même pas qu'il peut y avoir d'autres façons de relationner. Mais l'obligation d'être monogame et dans des relations exclusives, à mon sens, c'est un des plus gros problèmes qui provoque l'infidélité parce que nous ne sommes pas faits pour être, nous les humains, je parle de la race humaine, à mon sens, nous ne sommes pas faits pour être monogames. Et dans le podcast, on a l'épisode de Chloé qui explique comment ils ont évolué d'un format de couple libre à du polyamour. Et ce qu'on voit bien dans cet épisode-là, c'est à quel point émotionnellement, ça peut être aussi très challengeant Bien comme sûr. format de relation. Quoi. Oui, bien sûr. Après, il y a plein de choses qui existent. Et quand j'ai fait ma formation au tantra et que je suis arrivée baignée dans cet univers inconnu de polyamour, de façon de relationner, il existe plein de codes en fait, plein de façons d'aimer. Parce que en fait, la plus belle chose qu'il y a dans le monde, c'est l'amour. Alors moi, j'ai parlé de l'amour par rapport à nous-mêmes, parce que je pense que c'est la base, c'est aimer soi-même. Apprendre qui on est, c'est aimer soi-même. Mais une fois qu'on s'aime soi-même, on peut aimer les autres aussi inconditionnellement. Mais qui peut dire d'une façon certaine, je n'aimerai qu'une seule personne pour toujours? C'est impossible. C'est même pas quelque chose qu'on choisit. Alors après, on peut se forcer. On peut s'obliger, comme dans le mariage, à se dire la fidélité, j'ai juré serment, etc. Mais je pense que c'est possible d'être fidèle. Mais ça demande un gros travail, en fait, de focus. D'abnégation aussi, de savoir où on va. Donc oui, je pense que c'est possible, mais est-ce que c'est nécessaire? Voilà, ça c'est une autre question. Et en fonction des personnes, je pense que les efforts que ça demande l'exclusivité seront moindres que ceux exigés par d'autres formes de relations comme le polyamour et inversement. Je pense qu'on est vraiment tous différents et qu'en fait, il n'y a pas à juger des types de relations qui sont faits. Si toi, tu es plus heureux dans une forme de polyamour, parce qu'il existe plusieurs formes de relations et de polyamour, pourquoi est-ce que ça serait moins bien que l'exclusivité, en fait? Je ne comprends pas. C'est juste qu'on a été trop formaté. Mais dans mon travail, c'est comme si je m'étais reseté complet, comme si j'ai fait un reformatage. Et donc là aussi, ça m'a énormément questionnée.
Ça m'a énormément questionnée sur ma façon d'aimer. Moi qui étais Disney, princesse, je cherche le prince, l'homme de ma vie, ma moitié, machin truc. À partir du moment où tu remets tout ce système de croyances en question et où tu t'apportes ton amour, ton respect, ta bienveillance et tes valeurs et où tu sais que tu as des élans d'amour qui peuvent être pour des personnes différentes. Et encore une fois, tu peux aimer des personnes sans avoir, par exemple, d'attrait sexuel. Ou tu peux avoir un attrait sexuel pour quelqu'un sans forcément l'aimer. Et alors, c'est quoi? Ça n'existe pas? Ben si, en fait, ça existe. C'est juste une des façons d'être en relation entre nous. Et si on pouvait tous, tu sais, open your mind, ouvre ton esprit à différentes choses qui existent dans le monde. Parce qu'au final, le plus important, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre. Mais si tout le monde pouvait être dans cette attitude de curiosité intellectuelle, plutôt que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Ouais. Et tu peux avoir envie d'avoir du sexe avec cette personne, mais avec cette personne, pas du tout. Mais en fait, on n'est pas comme ça, on n'est pas binaire. Et ça permet de conclure aussi sur le fait que les personnes qui potentiellement vivent une période comme ça de doute, comme tu l'as dit, l'idée n'est pas de prendre une décision trop rapide, c'est aussi ce que je dis souvent. Et la remise en question, elle peut venir de soi, du couple, donc avec la personne avec qui on est, mais aussi ça peut remettre en question le format de couple qui nous convient à nous. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, c'est ça. À explorer. Ça peut être plein de choses, mais je pense que la base est de savoir qui on est dans son authenticité. Et après, une fois qu'on a accepté ça, de pouvoir avoir la bonne communication avec le ou les partenaires avec qui on relationne. Et étonnamment, souvent le fait d'en parler, de le dire, c'est le plus dur, c'est le plus challengeant. Même quand on a fait le travail de s'accepter, il y a s'accepter aux yeux des autres. Encore une fois, c'est comme le petit enfant qui a peur de perdre l'amour de ses parents. C'est le même enjeu, c'est toujours la peur de perdre de l'amour, peur de perdre l'amour de l'autre. Mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on s'aime, qu'on s'accepte et qu'on est OK, qu'on peut avoir cette communication, eh ben, ça peut ouvrir le champ des possibles à tout un tas de formes d'amour qui sont tout aussi belles et qui ont tout autant le droit d'exister finalement que le choix de l'exclusivité. Et c'est OK. Mais ce que je n'aime pas dans l'infidélité, c'est le mensonge, en fait. Parce que c'est un mensonge à l'autre, mais c'est un mensonge à soi-même, surtout. Et donc, on se trahit. Et trahir quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Mais se trahir soi-même, je trouve, pour moi, c'est encore pire, en fait. Et je voulais rebondir sur ton livre, parce que du coup, je l'ai lu. Et j'ai trouvé aussi que par rapport à à toute cette étape, parce que dans ton livre, tu parles beaucoup de cette étape 0 du déni. Exactement. Et puis parfois, tu as accès à la mise à nu, mais tu retournes dans le déni. Et je trouve que c'est important. Et acheter le livre, il est super chouette, vraiment. Mais je pense que tu vas avoir beaucoup de succès avec ton livre, si ce n'est pas déjà le cas, vraiment, sincèrement. Mais c'est important de sentir que on n'est pas seul, en fait, à ce moment-là. Parce que dans ton livre aussi, on sent tout le jugement que le personnage peut avoir sur elle. Et c'est ce qui fait qu'elle retourne dans le déni à chaque fois. Jusqu'au moment où, waouh, là, il y a un truc. Et je trouve que c'est très important parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on banalise trop l'état dans lequel on est. Le déni. Quand on va mal. On banalise le déni. Mais parce qu'il y a tellement de gens qui restent dedans toute leur vie, bien sûr. Et moi, j'avais cette petite lueur d'espoir de me dire, mais en fait, peut-être que c'est pas normal de se sentir comme ça. Mais alors, on m'a souvent dit que j'étais un peu perchée parce qu'en fait, j'avais des rêves d'aller bien. C'est marrant que tu dises le mot perché parce que Dieu sait que moi... ma mère est en PLS avec le fait que j'ai divorcé, que j'ai changé de truc. Enfin, c'est des prises de risque qu'on ne nous apprend pas. On va nous dire, reste quand même dans ton petit confort. Et puis ton mec, il n'est pas parfait, mais bon, il t'offre quand même des vacances. Exactement. Bon, c'est pas grave.
Oui, et puis le Essaye boulot, de voilà, temporiser le boulot. t'aimes ton pas, boulot. mais bon, au moins t'en as un, c'est sécurisant. Et c'est sûr qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi, on parle pas de ça, mais Et on est puis- des êtres dotés d'intelligence qui savons quand même Mais voilà, oui, mais faire les encore choix. une fois, c'est la même chose pour le boulot, bien sûr. Oui, mais bon, c'est rassurant. Et puis, tu gagnes quand même bien ta vie et tu cotises pour ta pension. Exactement, ouais. Putain, mais quelle pension est-ce que j'ai envie d'avoir, moi, en fait, quand Je j'aurai serai au 60 bout de ans, ma si je vie. suis dans le déni. Et oui, et alors je trouve aussi, on en parlait tout à l'heure, quand tu as dit j'ai retrouvé mes rêves que j'avais depuis toujours, depuis que j'étais Ouais, petite. Oui, Et je c'est trouve vrai. qu'on dévalorise aussi beaucoup le fait d'avoir des rêves Oui. et on va te réduire à une personne frivole ou, tu sais, un peu en mode ado. Bah ça, t'es pas vraiment une adulte, quoi, une adulte sérieuse. Exact. Si tu as encore des rêves et que, Oui, en fait, c'est tu vrai, veux les t'as réaliser. 100% raison. Et Oui. ça, j'ai beaucoup ressenti ça. Oui, Or, moi, aussi. je suis justement cette personne qui a que ça, que plein de rêves, et je suis obligée de les réaliser, sinon je meurs. Et donc, j'ai toujours eu ce sentiment de honte de me dire, ah bah tu vois, je suis pas une adulte sérieuse, j'arrive pas à me montrer une Exact. adulte sérieuse. Ouais. Mais au final, bah, c'est justement ce que j'ose pas être que je suis maintenant Oui. et qui me fait me sentir beaucoup plus épanouie. Oui, c'est Donc, ça. Et donc, c'est avec ton livre qui s'appelle L'autre, c'est quand on est dans le déni, on fait taire cette petite voix qui est en fait la voix de notre authenticité. Et qui sait ce dont on a besoin. C'est nos rêves depuis toujours. Et si on rêve d'être une superstar, on va te dire, ouais, mais, hein, bon, ça c'est ton rêve de petite fille. Mais toi, vraiment toi, qu'est-ce que tu veux faire? Superstar! oui, Putain, Mais non, c'est mais- mon rêve! et alors on va souvent dire, reviens les pieds sur terre. Reviens les pieds sur terre. Ouais. Et en fait, ouais, t'as tellement pas envie en fait, de revenir les pieds sur terre et t'es pas obligé. Mhm. Justement, vois grand, le plus grand possible. Parce que là où tu regardes, tu te diriges. Super. Mais merci beaucoup, Caro, pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Je pense que ça va parler à plein de femmes. Et donc, si on devait... on a parlé de ton programme de renaissance identitaire. C'est Ouais. quelque chose que tu prépares en coulisses, que tu C'est vas ça. bientôt Oui. proposer. Oui. Est-ce que tu peux redire les grandes étapes Oui. de cette Avec transformation-là? plaisir. Et on l'a exploré à travers ton parcours, mais comme ça, on peut, les personnes à qui ça parlera, elles pourront peut-être essayer de se dire, ah tiens, bah, moi j'en suis là. C'est ça. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, comme de base, ma formation est scientifique, Mhm. même si ce qui a marqué ma transformation identitaire, ma renaissance identitaire, j'avais besoin de mettre des mots, de comprendre par après qu'est-ce qui s'est passé à Mhm. l'intérieur de moi et de le mentaliser. Je pense qu'au moment où on change, ce n'est pas obligatoire de mentaliser. Ouais. Mais après, j'ai eu besoin de mentaliser parce que c'était tellement incroyable, en fait, ce que j'ai vécu en 1 an et demi, en 1 an. C'était tellement bouleversant. Je me suis dit, waouh, je dois comprendre ça. Je dois en faire un modèle. Voilà. Parce que j'avais aussi la conviction que ce que j'avais vécu, moi, pouvait aider énormément de femmes et des femmes que je côtoie tous les jours. Et donc, j'ai réfléchi à ça, je me suis posée, et c'est là d'où viennent un peu les étapes dont on a parlé pendant tout le podcast. Donc, je dirais que le niveau 0, c'est le déni. Mhm. Voilà. Tant qu'on est dans le moi social, en fait, c'est un grand inconfort confortable. C'est assez... Exactement. Moi, je Ouais. dirais aussi où on coche les cases, et en fait, Oui. c'est rassurant. Voilà, il y a exactement. On a la merci. to-do list et c'est rassurant. Voilà, tu as le côté rassurant et ça paraît confortable, mais dans le fond, c'est le pire que tu peux faire, c'est hyper inconfortable, mais voilà, tu vas te baigner de petites phrases comme ça, aller un peu au terme, voir un peu tes copines et tout ça, mais dans le fond, ça va pas. Mais tu as des gens, ils peuvent faire leur vie comme ça. Voilà, avoir des maladies somatiques, comme je le disais, plus ou moins grosses, ou boire, ou je sais pas, ou être malheureux. Tu as aussi la dépression, le burn-out, tu sais, on parle maintenant, tu as le burn-out professionnel d'abord, puis tu avais le burn-out parental, et puis maintenant tu as le burn-out personnel que j'ai entendu. Mais c'est pareil, Ben oui. en fait, c'est ça. Mm. Un burn-out, ça peut te faire shifter. Une dépression, ça peut te faire shifter, te dire, mais putain, ça va pas quoi, moi. Là, ça va pas. C'est pas que mon travail. Ouais. Il y a quelque chose en moi. Moi, c'était la maternité aussi. Mhm. J'ai cru que c'était le fait de devenir maman, mais c'était pas vrai, c'était Ouais. pas ça, c'était pas mon enfant. Là, il y a quelque chose que je dois comprendre.
On rentre dans la première phase qui est la mise à nu. Mhm. OK. La mise à nu, donc on en a parlé, se voir avec les émotions intenses, la culpabilité, la honte, la colère, tout ce qu'on n'aime pas chez soi. Et on a la possibilité de retourner dans le dénu. Si on se rhabille, OK, on peut y retourner. À la mise à nu, c'est toujours on va dire, une étape un peu charnière comme ça. Si malgré tout, on a ce courage dont j'ai parlé aussi et où on veut continuer à se dire « mais non, je ne peux pas rester comme ça ». Il y a une petite voix, la petite lueur de la boîte de Pandore qui dit « non, je ne peux pas, je dois aller plus loin ». Là, on peut rentrer dans la partie de l'acceptation. Donc, c'est la deuxième partie, on va dire, du programme. C'est de se dire « waouh, j'accepte ». C'est douloureux, c'est très douloureux, mais j'accepte et je veux changer ça. Je ne sais pas encore comment, mais je veux changer ça. Dans ce travail où tout s'entremêle un peu, on peut parfois observer des nouvelles choses dans la mise à nu et puis les accepter. Et c'est tout un travail qui peut se faire aussi dans la mentalisation, aussi dans la rationalisation. Se rendre compte de ses croyances limitantes, de ce qu'on porte, de ses émotions. Mais il y a une grande écoute du corps. Donc, dans ces 2 premières étapes, il y a quand même l'idée de redonner de la puissance à son intuition, à sa petite voix intérieure qui, elle, est authentique. Moi, j'ai beaucoup aimé le spirituel, mais voilà, chacun fait avec ce qui lui parle, bien sûr, mais il y a l'idée de se dire, OK, qu'est-ce que je projette dans les autres, mais qui m'appartient à moi? Et par contre, qu'est-ce que je porte et qui ne m'appartient pas? Okay, donc, il y a vraiment un beau travail, on appelle ça le shadow work, c'est le travail de l'ombre, c'est aussi un beau travail que Jung a développé. Et pour moi, ça, c'est un travail qui peut se faire dans une sorte de thérapie collective ou individuelle, mais ça doit être intense par contre. Tu ne peux pas le faire une fois tous les 15 jours quand tu as le temps. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de créer un programme, c'est parce que une fois que tu as décidé, il faut que ça change vite. C'est ça, il faut que les choses se mettent en place. Il faut que les choses se mettent en place et c'est un peu comme si tu devais avoir quelqu'un qui est là, H24. Alors, en fait, c'est toi qui vas te guérir, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui t'aide. Voilà. Je me suis sentie très, très seule à ce moment-là et donc j'ai dû aller chercher par moi-même et le fait d'avoir quelqu'un qui comprend, qui a vécu ça et qui peut te dire « Ok, là, t'en es là ». Et puis, il y a parfois des retours en arrière, mais en fait, c'est pour mieux préparer le pas qui va aller plus loin. C'est vraiment l'analyse de tes ombres et l'acceptation de ce que tu n'aimes pas chez toi. Parce que, en fait, toutes ces ombres-là, c'est des cadeaux de la vie. En fait, c'est merveilleux. Mais tu crois que c'est de l'ombre, mais c'est comme ça que tu en fais de la lumière. Donc ça, c'est vraiment un très, très beau travail. Et aussi, concomitant à ce travail-là, il faut des outils qui sont plutôt corporels ou émotionnels. Moi, je suis une grande fan du breathwork. J'en ai fait beaucoup. J'ai été au Canada, au Mexique, à Paris. J'en ai fait au Maroc aussi. Donc, je suis une grande fan. Chaque breathwork est différent, mais le travail dans ton corps et à quel point tu sais, on parle de empowerment. C'est le fait d'avoir son propre pouvoir parce que c'est ta respiration. Moi, je suis que la facilitatrice pour mettre un cadre qui est suffisamment sécurisant pour que toi, avec ton système nerveux, tu puisses aller te guérir. Mais ça, c'est la 3e partie, la transformation, la transmutation. Et puis la 4e partie, et la dernière, c'est ce que j'appelle l'éveil. Tu es proche de ton moi authentique et tu dois garder cet état. Parce qu'une fois que tu es dans cet éveil par rapport à toi-même, tu dois continuer à nourrir ça. Sinon, ce serait trop facile. Donc, souvent, il faut se reconnecter à « Ah, attends, excuse-moi, est-ce que je me suis écoutée? Oui ou non? Ah, j'ai de la colère. Bienvenue, colère. Parce que là, j'ai peut-être merdé. Quelle est la limite que j'ai franchie et que je n'aurais pas dû? Ah, oula, j'ai mal au ventre. Oula, j'ai très mal au ventre. Merci, mon corps. Qu'est-ce que tu veux me dire? Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Mais ce n'est pas parce que j'ai mal au ventre que je vais arrêter de travailler pendant une semaine pour écouter mon petit corps. Mais en tout cas, je pars du principe que, OK, mon corps me donne des indices sur comment je me sens et c'est à moi de les comprendre et d'avoir une bonne communication avec moi, voire peut-être de rassurer mon corps aussi. OK, de lui dire, OK,
t'es stressé, t'es pas bien, mais je vais prendre soin de toi. Et ne te tracasse pas, en fait, je ne te trahirai plus jamais. Et quand tu sais dire ça à ton corps, quand tu sais dire ça à tes émotions, et que tu le penses avec ta tête, tu es dans l'alignement. Et pour moi, c'est ça l'éveil. Mais ça reboucle parfaitement sur la thématique de ce podcast. On voulait parler de fidélité à soi, d'arrêter de se trahir. Ouais. Et pour toutes les personnes qui veulent retrouver ton contact, ce que tu proposes, on va mettre tous les liens dans la description. Pour les personnes qui veulent aussi aller plus loin dans cette réflexion, puisqu'on a vu que ce podcast est tout comme le livre, l'enquête que je mène avec tout ce travail, c'est toujours la même, c'est qui on est quand on ne veut plus porter le masque et jouer le rôle qu'on a voulu nous assigner. Exactement. Donc là aussi, vous retrouverez tous les éléments dans la description du podcast. Et encore merci Caroline. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée aujourd'hui, j'étais super contente. Merci. Merci. Voilà, super. Bon, qu'est-ce qu'on va... Dans les recoins de Paris, je ne sais plus qui je suis. Embrasse-moi plus fort, plonge-moi dans mon oubli. Est-ce que je t'aime parce que tu m'aimes, parce que tu vois en moi celle que je ne suis pas. Les collègues ont compris notre petit jeu de cran. Je voulais juste rallumer un éclat d'avant. Dis-moi encore que je suis belle.